Et le Royaume-Uni ont repoussé leur décision quant à un éventuel usage par l'Ukraine de missiles à longue portée contre la Russie. Nous avons eu une vaste discussion sur la stratégie en Ukraine, bien sûr, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas pour cela que nous avons baissé la tête aujourd'hui. Il s'agissait de nous donner l'espace que nous avons pris, le temps que nous avons pris, pour avoir une discussion stratégique de sorte que les décisions tactiques puissent être vues dans le cadre d'une structure plus large. L'OTAN représente une menace existentielle pour la Russie en raison de ses politiques et de ses intentions. L'espoir pour l'avenir serait de parvenir à un équilibre où l'OTAN reconnaîtrait que la Russie ne constitue pas un danger pour l'Europe, ce qui conduirait à un changement d'attitude. Cependant, pour en arriver là, il est essentiel de comprendre la Russie, d'y voyager, de discuter avec ses habitants. C'est précisément cela qui effraie les États-Unis. Ceux qui connaissent bien la Russie, comme moi, peuvent présenter une vision juste de sa réalité. Cette vision contredit directement l'image que l'Occident et les médias américains véhiculent, persuadant ainsi un public mal informé que la Russie est une menace à combattre. Pour instaurer la paix, il est impératif de combattre la russophobie en la remplaçant par la vérité. We need to inoculate this poison of this disease of Russophobia with truth. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, les tensions entre l'OTAN et la Russie. Comme l'a souligné Scott Ritter, l'OTAN représente une menace existentielle pour la Russie en raison de ses politiques et de ses intentions. Pour avancer vers un équilibre, il est crucial que l'OTAN comprenne que la Russie n'a pas pour objectif de menacer l'Europe. Cela nécessiterait un ajustement de ses comportements. Mais pour comprendre la Russie, il faut s'y rendre, parler avec les Russes. C'est là que le bas blesse pour les États-Unis. Je suis allé en Russie, j'ai parlé avec des Russes, et je peux vous offrir une représentation précise de la réalité russe. Cette vision est en total décalage avec l'image que les médias occidentaux projettent. Une image qui alimente une peur irrationnelle de la Russie. Pour que la paix puisse s'installer, il faut commencer par éradiquer ce poison qu'est la russophobie avec la vérité. L'abattage du drone S-70 Okhotnik, une victoire exagérée. Dans l'analyse d'aujourd'hui, nous allons examiner de près l'incident récent de l'abattage du drone russe S-70 Okhotnik. Les responsables ukrainiens, soutenus par les médias occidentaux, n'ont pas tardé à présenter cet événement comme une victoire majeure. Mais avant de se réjouir, il est essentiel de poser la question. Est-ce vraiment le cas? Un duo redoutable. Le S-70 Okhotnik et le Su-57. Le S-70 Okhotnik n'est pas un simple drone comme les autres. Il fait partie d'un ensemble technologique de pointe qui fonctionne en tandem avec le Su-57, le chasseur furtif le plus avancé de la Russie. Ces deux appareils, lorsqu'ils opèrent ensemble, forment un duo particulièrement redoutable, ayant infligé des pertes significatives aux forces ukrainiennes. L'Ukraine peut clamer une victoire tactique avec l'abattage du S-70, mais la réalité est bien plus complexe. Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Paris pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Bis repetita pour le président ukrainien, une scène qui est désormais courante. Zelensky serrant la main de leaders occidentaux pour débloquer plus d'aide financière et militaire au profit de Kiev. Après une première escale à Londres, Zelensky s'est envolé pour Paris dans une tournée destinée à rappeler aux principaux alliés de Kiev, dont Rome et Berlin, la nécessité de fournir plus d'aide. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qui se prépare. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien et je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Officiellement, un cessez-le-feu n'est pas encore à l'ordre du jour pour Kiev. Un cessez-le-feu n'est pas un sujet de nos discussions avec nos alliés. Nous n'avons pas parlé de cela. Aujourd'hui, j'ai lu dans les médias de nombreuses informations qui disaient que j'étais venu pour parler d'un cessez-le-feu, mais non, ce n'est pas le cas. En coulisses, plusieurs médias, notamment américains, parlent d'un essoufflement de l'armée ukrainienne. Selon des sources, parmi elles des responsables au sein de l'OTAN, Kiev serait prêt à adopter une démarche plus flexible et même prête à reconnaître qu'une fin de partie devrait avoir lieu. Dans un contexte global où l'Occident est désormais plus préoccupé par la situation au Moyen-Orient que sur le front ukrainien, il devient difficile pour Kiev de rallier à sa cause. À l'approche des élections américaines, Trump promet de lâcher Kiev, un scénario catastrophe pour les Ukrainiens. Une opération stratégique en territoire ukrainien. Le drone S-70 a pénétré profondément en territoire ukrainien jusqu'à la région fortement défendue de Kostiantynivka.
Cela démontre que la Russie ne se contente pas de tester les capacités de défense de l'Ukraine, mais qu'elle collecte aussi des renseignements stratégiques cruciaux pour ses futures campagnes aériennes. Même si le drone a été abattu, cet incident est loin d'être un simple revers pour la Russie. Il s'agit plutôt d'un investissement stratégique visant à améliorer ses tactiques et à renforcer sa supériorité aérienne à long terme. Une menace croissante pour l'Ukraine. Alors que l'Ukraine se réjouit de cet abattage, elle devrait en réalité s'inquiéter. Le S-70 n'est qu'un élément d'une stratégie plus large qui consiste à étendre la domination aérienne russe sur l'Ukraine. Ce drone, encore en phase de test, fait partie d'une campagne militaire bien plus vaste que la Russie déploie pour s'assurer la maîtrise des cieux ukrainiens avec des technologies de plus en plus avancées. Le rôle clé du Su-57. Pour comprendre la puissance de ce duo, il faut se pencher sur le rôle essentiel joué par le Su-57. Comment ce chasseur de 5e génération et le S-70 fonctionnent-ils ensemble? Et pourquoi cette combinaison est-elle si redoutable pour l'Ukraine? Le Su-57 est la pièce maîtresse de l'arsenal aérien russe. Équipé de systèmes radars de pointe, de capacités de guerre électronique avancées et de technologies furtives, il peut opérer presque sans être détecté. Son rôle principal est de guider le S-70 en lui fournissant des informations précieuses sur le champ de bataille. Bien plus qu'un simple soutien. Le Su-57 ne se contente pas de jouer le rôle d'accompagnateur. Il est armé de missiles de précision capables de frapper des cibles terrestres et aériennes à longue distance, augmentant considérablement la puissance de ce duo redoutable. En alliant la technologie du Su-57 et celle du S-70, la Russie a créé une force aérienne capable de changer l'équilibre des forces dans le conflit, avec des répercussions importantes pour l'avenir. La portée des défenses aériennes ukrainiennes est mise à rude épreuve, notamment face à des appareils comme le Su-57, capables de transporter des missiles comme le K-69. Ce missile furtif air-sol est conçu pour neutraliser des cibles stratégiques de grande valeur, comme des installations militaires fortement protégées, sans être détecté. Grâce à ses fonctionnalités furtives et son puissant arsenal, le Su-57 est une véritable menace pour les forces ukrainiennes. À cela s'ajoute le S-70, un drone lourd non habité, spécialement conçu pour transporter des missiles furtifs et des bombes guidées. Ce n'est pas un drone ordinaire. Il est destiné à des missions à haut risque derrière les lignes ennemies, visant des infrastructures critiques ou des cibles militaires de grande importance. Ce qui rend le S-70 particulièrement dangereux, c'est sa capacité à opérer sous les radars, littéralement sans être détecté par la majorité des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Une combinaison redoutable, Su-57 et S-70. Ensemble, le Su-57 et le S-70 forment une équipe de frappe aérienne redoutablement coordonnée et flexible. Le Su-57 peut brouiller les systèmes radars ennemis, garantissant ainsi un passage sécurisé pour le S-70 jusqu'à sa cible. Même en cas de problème technique, ou si le S-70 est détecté, le Su-57 peut intervenir pour éliminer les menaces ou, si nécessaire, détruire le S-70 lui-même afin de protéger la technologie de pointe qu'il contient. Ce niveau de coordination permet à la Russie de maintenir un contrôle absolu sur ses appareils aériens, quel que soit le contexte. Cette combinaison n'est pas simplement basée sur la force brute, mais également sur une stratégie intelligente et une précision chirurgicale. Le S-70 est en réalité une extension des capacités du Su-57, permettant à la Russie de mener des opérations aériennes complexes que l'Ukraine n'a pas les moyens de contrer efficacement. L'incident au-dessus de Donetsk. Ce qui s'est réellement passé. Passons maintenant à l'incident au-dessus de Donetsk. Comment le S-70 a-t-il été perdu et comment la Russie et l'Ukraine ont-elles réagi? L'inspecteur Scott Ritter a souvent souligné la complexité des rapports de champ de bataille, et cet incident ne fait pas exception. Le drone furtif S-70 opérait sous la supervision du Su-57 lorsqu'il est entré dans l'espace aérien ukrainien près de Kostiantynivka. Selon les premiers rapports ukrainiens, le drone aurait été abattu par les défenses antiaériennes. Les médias occidentaux se sont emparés de l'histoire,
la présentant comme une victoire majeure contre les capacités aériennes avancées de la Russie. Cependant, la réalité est bien plus nuancée. D'autres sources suggèrent que le S-70 a dévié de sa trajectoire à cause d'un dysfonctionnement technique ou d'interférences électroniques provoquées par les systèmes de guerre avancés de l'OTAN. Le drone aurait alors pénétré de manière incontrôlée dans un espace aérien lourdement défendu. Une décision stratégique russe, pas une défaite. Face à la menace de voir cette technologie tomber entre des mains ennemies, la Russie a pris une décision stratégique. Le Su-57, opérant à proximité, a reçu l'ordre de détruire le S-70 pour éviter que ces technologies sensibles ne soient capturées par l'Ukraine. Cette décision n'a pas été prise dans la précipitation. Il s'agissait d'un choix tactique mûrement réfléchi. La Russie accorde une importance primordiale à la protection de ses secrets militaires, bien plus qu'à la préservation d'un appareil isolé. Ce n'est pas la première fois que la Russie adopte ce type de tactique. Lorsque du matériel risque d'être capturé, la priorité est toujours de protéger les informations stratégiques. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une victoire symbolique, un petit succès qu'elle peut exhiber à son peuple et à ses alliés occidentaux. Toutefois, dans une perspective plus large, cette perte a peu d'importance pour la Russie. La Russie conserve l'avantage stratégique. Le S-70 étant encore en phase expérimentale, chaque mission, réussie ou non, permet à la Russie de collecter des données cruciales pour améliorer ses capacités aériennes. D'ailleurs, les analystes russes soulignent déjà que des incidents comme celui-ci constituent des opportunités d'amélioration et non des revers. En fin de compte, cet incident démontre que la Russie conserve le contrôle de la situation. En neutralisant le S-70 selon ses propres termes, elle prouve qu'elle maîtrise l'issue de chaque confrontation. Contrairement à ce que les médias ukrainiens et occidentaux voudraient faire croire, il ne s'agit pas d'une défaite majeure pour la Russie, mais d'une décision tactique dans une guerre où elle continue de dominer les cieux. Impact du duo tactique sur le conflit ukrainien. Examinons maintenant l'impact que ce duo tactique a sur la guerre en cours et ce que cela signifie pour l'avenir des défenses ukrainiennes. Comme l'a souvent soutenu l'inspecteur Scott Ritter, les victoires en guerre moderne ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La destruction du S-70 est peu susceptible d'avoir un réel impact sur le champ de bataille. En réalité, le développement continu par la Russie de ses systèmes aériens avancés lui confère un avantage indéniable dans le conflit en cours. Les cieux au-dessus de l'Ukraine deviennent de plus en plus dangereux jour après jour. Les défenses aériennes ukrainiennes sont poussées à leurs limites, peinant à faire face à la quantité et à la sophistication des aériennes russes. Les Su-57 et S-70 ne sont pas seulement des outils de destruction. Ce sont aussi des armes de guerre psychologiques. Chaque fois que ces appareils pénètrent dans l'espace aérien ukrainien, ils envoient un message clair. La Russie peut frapper n'importe où, à tout moment. Bien que les systèmes de défense ukrainiens soient renforcés par la technologie occidentale, ils ne sont tout simplement pas capables de faire face à de telles menaces avancées. Prenons par exemple les systèmes HIMARS que l'Ukraine utilise. Ils ont été efficaces, c'est vrai, mais ils fonctionnent de manière très différente. Les systèmes HIMARS sortent de leur cachette, tirent quelques roquettes, puis disparaissent. Cela fonctionne bien pour des attaques de type guérilla, mais cela manque de la puissance de feu soutenue et de la profondeur stratégique que la combinaison Su-57 et S-70 peut apporter. Les drones et les chasseurs russes peuvent rester plus longtemps dans le ciel, frapper avec plus de précision et atteindre des cibles que les HIMARS ne peuvent tout simplement pas atteindre. Et il ne s'agit pas seulement d'attaquer des cibles militaires. Au cours des derniers mois, la Russie a utilisé ses Su-57 pour détruire des infrastructures clés en Ukraine. Cet été, par exemple, un Su-57 a lancé un missile K-69 qui a anéanti la centrale thermique de Tchervonorad à Kiev, alimentant 1 800 000 foyers.
En un seul coup, la Russie a paralysé l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine, laissant des millions de personnes dans l'obscurité. Cet exemple n'est pas isolé. Au cours des 7 derniers mois, les Su-57 ont mené plus de 30 frappes à travers l'Ukraine, ciblant tout, des installations radars aux centrales énergétiques. Pour l'Ukraine, ce bombardement constant est dévastateur. Chaque frappe russe force l'Ukraine à étendre ses défenses aériennes de plus en plus, créant des failles que les Su-57 et S-70 sont impatients d'exploiter. La précision de ces frappes est également essentielle. Contrairement à un bombardement conventionnel, qui peut être aléatoire et destructeur, les capacités aériennes avancées de la Russie lui permettent de choisir avec soin des cibles de grande valeur, sapant les efforts de guerre de l'Ukraine, un coup à la fois. Alors, que signifie cela pour l'avenir de la guerre? À mesure que la Russie perfectionne ses tactiques aériennes et développe sa flotte de Su-57 et S-70, l'Ukraine sera confrontée à une bataille de plus en plus difficile pour le contrôle des cieux. Comme l'a souvent souligné l'inspecteur Scott Ritter, la supériorité aérienne peut changer le cours d'un conflit, et la domination aérienne de la Russie devient une force indéniable. Les Su-57 sont désormais une présence régulière dans le ciel ukrainien, et leur efficacité ne cesse d'augmenter. Au cours des 7 derniers mois, ces chasseurs ont réalisé plus de 40 missions, tirant plus de 30 missiles de croisière, y compris le K-69 de haute précision. Ces frappes ont non seulement détruit des cibles militaires ukrainiennes, mais ont également criblé des infrastructures civiles clés, augmentant la pression sur l'effort de guerre ukrainien et sur sa population. La combinaison de la furtivité, des missiles avancés et du renseignement en temps réel fait du Su-57 un véritable changeur de jeu dans la guerre moderne. À mesure que la Russie continue de produire davantage de ses chasseurs, l'Ukraine se retrouvera de plus en plus vulnérable à des frappes de précision, laissant peu de place à la contre-attaque. La destruction du S-70 rappelle que l'aviation russe n'est pas infaillible, mais elle souligne également à quel point l'Ukraine a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir véritablement contester la supériorité aérienne russe. Ce qui est encore plus préoccupant pour l'Ukraine, c'est que la Russie n'augmente pas seulement le nombre de Su-57 dans sa flotte, mais intensifie également la production du S-70. Cela signifie que, dans un avenir proche, la Russie disposera de davantage de ses paires létales en opération, capables de mener des frappes sur un plus large éventail de cibles. Et à mesure que leur technologie s'améliore, leur capacité à éviter les défenses ukrainiennes ne fera qu'augmenter. La destruction d'un seul S-70 n'est donc pas la victoire que l'Ukraine aimerait revendiquer. C'est plutôt un aperçu d'un avenir où la domination aérienne de la Russie devient encore plus prononcée, tandis que l'Ukraine peine à se défendre contre un adversaire de plus en plus avancé et agressif. Que nous réserve l'avenir en matière de guerre aérienne dans ce conflit? Regardons en avant et considérons les implications de la puissance aérienne croissante de la Russie. Comme l'a répété l'inspecteur Scott Ritter, la guerre aérienne évolue et les Su-57 et S-70 se trouvent à l'avant-garde de cette transformation. Cette combinaison mortelle prouve déjà sa valeur sur le champ de bataille, et à mesure que la Russie continue de perfectionner ses tactiques et d'étendre sa flotte, l'Ukraine sera confrontée à un défi quasiment impossible pour défendre son ciel. Pour l'Ukraine, la destruction du S-70 a peut-être offert un bref regain de morale, mais il ne s'agit que d'une petite consolation face à l'expansion de la puissance aérienne russe. Chaque jour qui passe voit la Russie acquérir un contrôle de plus en plus grand sur les cieux, et avec ce contrôle vient la capacité de frapper à volonté, n'importe où, n'importe quand. L'avenir de la guerre aérienne est clair, précision, furtivité et puissance de feu écrasante. Et pour l'instant, la Russie détient l'avantage. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont repoussé leur décision quant à un éventuel usage par l'Ukraine de missiles à longue portée contre la Russie. Nous avons eu une vaste discussion sur la stratégie en Ukraine, bien sûr, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas pour cela que nous avons baissé la tête aujourd'hui. Il s'agissait de nous donner l'espace que nous avons pris, le temps que nous avons pris, pour avoir une discussion stratégique de sorte que les décisions tactiques puissent être vues dans le cadre d'une structure plus large.
Les discussions portaient notamment sur l'usage de missiles britanniques Storm Shadow d'une portée de 300 à 500 km et dont certains composants sont fabriqués aux États-Unis. Le projet a suscité un regain de tension avec Moscou. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine avait mis en garde l'OTAN contre une implication dans le conflit. Ce vendredi, à l'ONU, la Russie a à nouveau menacé l'Occident de conséquences. Si la décision de lever les restrictions est vraiment prise, cela voudra dire que les pays de l'OTAN mèneront une guerre directe contre la Russie. Dans ce cas, nous devrons, comme vous le comprenez, prendre les décisions adéquates avec toutes les conséquences que les agresseurs occidentaux pourront encourir. Depuis des mois, l'Ukraine réclame de pouvoir utiliser les armes livrées par les Occidentaux sur des cibles militaires à l'intérieur de la Russie et non plus uniquement sur le sol ukrainien. Mais la question divise encore les pays occidentaux, accusés par Volodymyr Zelensky d'avoir peur. Si les alliés abattent conjointement des missiles et des drones sur les sites du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre conjointement les missiles russes et les drones iraniens dans le ciel de l'Ukraine? Les discussions doivent se poursuivre lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies ce mois-ci. Merci de votre attention. Restez à l'écoute alors que nous continuons à suivre ces développements, car la guerre aérienne au-dessus de l'Ukraine est loin d'être terminée. Nous aimerons préciser que nous n'approuvons aucune sorte de violence dans le monde. Bonne journée.